Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Non? Vous m'entendez avec la voix? Pas avec le micro? Donc, apparemment, il n'y a pas de... Ça? Bon, on commence bien. Vous m'entendez? Oui, magique. Bon, bonjour à tous. On est là pour vous parler de Serverless Framework, qui est un outil pour vous aider à déployer votre architecture serverless, un outil / cadre de travail. Je vais me présenter. Donc, je m'appelle Étienne Peignot, je suis indépendant. En ce moment, je travaille pour Voyage SNCF sur l'appli mobile de la SNCF. Et vous pouvez me suivre sur Twitter. Est-ce que ça marche ici? Oui, bonjour à tous, moi je suis Frédéric Boulet, je suis également développeur indépendant en mission chez Voyage SNCF. Voilà. Donc tout d'abord, je voulais revenir sur le terme serverless. Il y a eu quelques gens qui ont dit que c'était un mot mal choisi, parce que serverless, on se donne l'impression qu'il n'y a pas de serveur alors qu'il y en a vraiment. Ils sont juste cachés. Et ce n'est pas vous qui les voyez, vous n'y allez jamais, ils n'existent pas. On parle aussi de zéro infrastructure pour désigner le terme serverless. Donc on va juste dire que c'est serveur managementless, comme ça on est tous tranquilles, les serveurs on ne les voit pas, et il y a des serveurs quand même. Donc on va revenir vite fait sur la force du modèle pour savoir quand même pourquoi on l'utilise et à quoi ça sert. Le premier point important, c'est la facturation. Contrairement à tout ce que, pour ceux qui ont déjà eu l'habitude d'être dans le cloud, pas sur du on-premise, les instances EC2 ou les instances qu'on paye, on les facture à l'heure. Donc c'est quand même quelque chose on prend une instance, on fait quelque chose dessus, on est facturé à l'heure. Sur le modèle serverless, on est facturé à la dixième de seconde. Le gap est assez important. Donc ça laisse un levier au niveau facturation qui est avantageux. Ensuite, la scalabilité. La scalabilité, c'est un point qui est toujours un point un peu dur à adresser. On a fait les Docker, on a fait les conteneurs, on a fait en sorte qu'on puisse déployer sur Kubernetes, tout ce genre de choses. Mais au final, au moment de scaler, il faut le faire soi-même. On a besoin de mettre des indicateurs en place, on a besoin de repérer les métriques, etc. Sur de l'architecture serverless, c'est géré pour vous. Vous déployez votre code et automatiquement, l'environnement d'exécution va déployer de plus en plus d'instances de votre code pour répondre à une demande croissante. Donc ça, pareil, c'est quelque chose de fourni. Donc pas d'infrastructure, je l'ai déjà dit. Donc c'est vraiment zéro infrastructure. On ne touche pas à un serveur. Donc ça a des gros avantages. Donc on n'a pas besoin d'Ops non plus. C'est aussi un autre avantage. Les métriques d'usage. Donc généralement, quand vous avez une application qui tourne, soit du microservice, soit du monolithe, ce que vous voulez, vous avez besoin de savoir ce qui se passe. Des fois, vous avez besoin de savoir très précisément ce qui se passe dans une fonction, qu'est-ce qui répond lentement dans votre système, etc. Si vous ne l'avez pas instrumenté en avance, ça devient un peu compliqué. Là, avec l'architecture serverless, vu qu'on déploie des petits bouts de code, des petits bouts de fonctions, on a plein de métriques qui sont données de facto, le nombre d'invocations, le temps d'exécution, et tout ça, c'est des avantages qui permettent vraiment de savoir ce qui se passe bien dans son système ou ce qui se passe mal. Force le découplage, donc c'est par nature, parce qu'on déploie que des petites fonctions, que des petites choses qui font... On est en dessous du microservice. Un microservice, ça va gérer les utilisateurs de notre infra. Là, on va avoir des fonctions, plusieurs fonctions par microservice, on va dire. Donc on peut même dire fonction as a service, certains qui disent. Et enfin, le cycle de développement est un peu accéléré, parce qu'effectivement, on déploie très vite. Une fonction à déployer, c'est très rapide, et justement, on va le voir dans cette présentation. Ensuite, juste un petit focus sur la facturation sur AWS. Sur AWS, on facture du dixième de seconde modulo la RAM. C'est-à-dire que plus vous avez besoin de RAM pour exécuter votre fonction, plus ça va vous coûter cher. J'ai mis un petit exemple rapide pour dire, voilà, si vous avez une fonction qui prend 512 de RAM et qui met entre 200 et 300 millisecondes, vous allez payer environ 5,40 $ par mois sur AWS. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est vraiment pas cher. Vous avez 100 fonctions, vous allez payer 500 $ et hop, c'est réglé. Et 100 fonctions, vous allez quand même couvrir un scope fonctionnel qui est assez important. On continue. Donc, qu'est-ce qu'une lambda? On rentre dans le cœur du sujet. Une lambda, c'est une fonction packagée avec ses dépendances et sa configuration associée à une ou plusieurs sources d'événements. Je vais détailler. Donc, une fonction packagée, c'est un handler de code. C'est quelque chose qui va produire, on le verra après, faire un petit bout de votre métier. Packagé avec ses dépendances, donc c'est tout ce qui va avec. Donc pour Java, ça va être des jars. Pour Node, ça va être des Node modules. Et en Python, personne ne sait encore comment faire. La configuration associée.
La configuration, ça va être cette histoire de RAM dont je vous ai parlé précédemment, c'est quelle quantité de RAM elle a besoin de votre lambda. Si elle dépasse, forcément le runtime va la tuer. Donc vous dites si elle a besoin de 256, 512, etc. Et les variables d'environnement. Par exemple, si vous voulez passer votre lambda elle peut se connecter à une base de dev valide prod, vous allez pouvoir passer ça en variable d'environnement tout simplement. Associé à plusieurs sources d'événements, ça c'est le point important, c'est qu'est-ce qui va déclencher votre lambda, qu'est-ce qui va déclencher l'exécution de votre code. Ça on a la liste des sources sur AWS. Donc sur AWS on a API Gateway, donc ça c'est ce qu'on va vraiment, ça va être la base de la présentation après, c'est comment déclencher une lambda via une API REST. Donc vraiment vous faites un bout de code et vous avez un endpoint REST qui permet de le déclencher. Vous avez S3, qui est le système de fichiers d'Amazon. Donc, par exemple, vous pouvez réagir à un événement de modification d'un fichier. Donc, il y a quelque chose qui a été posé sur S3, vous pouvez agir. Il y a les schedule events. Je parle que de ceux en gras, les autres c'était juste pour les lister. C'est les tâches planifiées. Donc si vous voulez faire des crons, vous pouvez faire un cron qui va déclencher un bout de code et qui va pouvoir faire des choses. Et pareil, dans l'environnement d'exécution, c'est géré. Et les invocations à la demande, ça va être assez pratique quand vous avez besoin, via le SDK, via une plateforme existante, déclencher d'autres codes. Pour faire une migration, par exemple, commencer à mettre des bouts en lambda, vous pouvez, à partir de votre plateforme existante, exécuter du code qui est déployé sur AWS. Donc avec le SDK. Donc ça, c'est un exemple d'événement que va recevoir votre lambda. Donc votre lambda, quand elle va être déclenchée, elle reçoit du JSON. C'est très original. Et là, par exemple, c'est un événement API Gateway. Donc c'est une requête HTTP qui a été découpée et mise dans du JSON. Donc vous allez retrouver les headers, le contexte et pareil, le body, le pass, enfin tous les événements, tous les éléments qui font une requête HTTP que votre lambda la reçoit et elle va pouvoir répondre à cet événement. Donc voilà, donc Fred va vous montrer un peu ça en action avec plus de code et comment on déploie tout ça. Voilà, c'est l'heure de la démo. Tout le monde entend bien. Ok, alors comme ici on est à Devoxx, ce que je vais vous montrer là, c'est une démo en Java. Implémenter une lambda côté code, comment ça se présente? Ça se présente comme l'implémentation d'une interface. L'interface en l'occurrence, elle est fournie par le SDK Amazon, c'est Request Stream Handler. Donc vous créez votre classe. Nous on l'appelle Hello World ici, elle implémente le Request Stream Handler et la fonction que vous devez coder, c'est une fonction qui prend en paramètre un input stream. L'input stream va contenir le JSON présenté précédemment, un JSON API Gateway si c'est de l'API Gateway, un JSON S3 si jamais c'est S3, mais en l'occurrence nous c'est API Gateway. L'output stream, un petit peu, c'est l'endroit où vous allez écrire votre réponse. Donc si vous voulez que votre lambda réponde du JSON parce que vous faites une API REST, vous allez écrire du JSON dans votre output stream. Et le contexte, c'est une donnée issue, c'est une donnée supplémentaire relativement optionnelle pour vos traitements, mais quand même qui peut être utile, fournie par l'environnement d'exécution lambda, qui va vous dire de combien de RAM vous pouvez disposer, depuis combien de temps votre lambda s'exécute et le temps qui vous reste. Voilà, c'est des éléments contextuels. C'est très très riche. Il y a aussi des informations IAM si ça vous intéresse. Voilà, donc tout ça dans le but d'être très autonome au moment de pouvoir traiter votre requête. Après, techniquement, voilà, en termes de code, ce qu'on a fait ici, c'est un Hello World qui va prendre un argument issu de l'URL voilà, qu'on va appeler first name, afficher dans la console bonjour first name et répondre également en JSON bonjour tout le monde dans la réponse. Alors, pour la désérialisation, là on a utilisé Jackson. Donc vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez dans le code de votre lambda, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, comment ça se présente? Écoutez, c'est un projet Java et nous, on l'a fait avec Maven. On fait un MBN Clean Package tout à fait classique. Voilà, ça nous a généré un jar. Ensuite, ce qu'on va faire, alors beaucoup de petites étapes pour associer une lambda à une API Gateway. Je vais essayer de le faire le plus vite possible en vous détaillant les différentes étapes. Donc, dans un premier temps, si vous voulez le faire à la main, vous allez dans la console Amazon Lambda, vous cliquez sur créer une fonction vide, vous faites suivant, vous l'appelez bonjour, vous lui donnez un petit nom, bonjour Devoxx. Voilà. L'environnement d'exécution, en l'occurrence, vous avez le choix entre plusieurs environnements d'exécution, Node, Python, etc. Nous, c'est Java qui nous intéresse. Comme c'est du Java, il faut uploader un jar. Donc, en l'occurrence, c'est celui-là. C'est celui qu'on vient de compiler. Voilà, on l'upload. Les variables d'environnement, on n'en a pas. Le gestionnaire, c'est le package plus le nom de la classe qui implémente l'interface Request Stream Handler. Donc, vous le répétez ici. Voilà. Le rôle, toutes les ressources qui font des choses dans AWS ont des rôles qui définissent, voilà, ni plus ni moins que ce que la lambda peut faire.
En l'occurrence, on a besoin d'un rôle, ne serait-ce que pour écrire des logs Donc on a un rôle basique qui est celui-là qu'on choisit. Voilà, on fait suivant, on crée la fonction. Voilà, donc maintenant, ça y est, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir exécuter une fonction de lambda dans l'environnement d'exécution Amazon. Si on veut la tester de manière autonome, on peut configurer un événement de test, choisir un événement de type API Gateway. Donc là, vous avez la liste des événements. Enfin, ça, c'est des templates d'événements qui vous permettent de tester votre fonction. Et la liste est relativement exhaustive si vous avez besoin d'inspiration. Ce qui va nous intéresser un peu plus spécifiquement, c'est les pass parameters. Donc c'est là où on va pouvoir simuler l'envoi d'une requête avec un pass parameter qui est first name. Et regardez, là j'ai mis Devox, c'est très original. On enregistre, on teste. Et voilà, tout s'est bien passé. C'est une démo. Alors on a ici, dans la réponse, un body qui contient bonjour Devox. Et dans la console également, bonjour Devox. Ça c'est pour la partie lambda. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'accrocher l'exécution de cette lambda à un événement de type API Gateway pour de vrai. Donc comment ça se passe? On va dans API Gateway. Encore une fois, on va essayer de ne pas se tromper. On clique sur créer une API. L'API, on l'a appelée bonjour. On lui donne un nom. On va l'appeler également bonjour Devox. On clique sur créer une API. Voilà. L'API, qu'est-ce qu'il faut définir ici en fait? Vous définissez dans API Gateway toutes les routes que votre API supporte, c'est-à-dire les get slash quelque chose, slash titi, slash toto, les posts et les puts. Donc tout ça, vous le renseignez. Donc comment ça va se matérialiser pour nous? On crée une ressource de type proxy, donc ça tout est dans la doc API Gateway, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le nom de la ressource c'est first name. Voilà, la nomenclature API Gateway est documentée de manière exhaustive voilà, dans la doc lambda, enfin pardon API Gateway, dans la doc Amazon. On crée une ressource. Voilà, une fois que cette ressource est créée, on va l'associer cette fois-ci à notre lambda. Alors, on va bien choisir la région qui va bien, EU West 1. La fonction s'appelle bonjour Devox. Voilà, on a une complétion qui est très pratique. On sauvegarde. Voilà, on fait next. Voilà, ça a l'air bien. Ensuite, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un endpoint, c'est-à-dire une route https une URL et un nom de domaine. Comment ça se passe dans l'API Gateway? Il faut déployer l'API. Il y a une nomenclature API Gateway qui est la notion de stage qui vous permet de séparer dev, valide, prod, ou éventuellement vos versions d'API, V1, V2, V3. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette notion de stage. Voilà, donc maintenant ce qu'on a, c'est un endpoint qui est ici. On clique dessus, et là l'objectif, si tout se passe bien, c'est d'écrire un first name qui va bien. Et voilà, donc j'ai dû me tromper, j'ai dû faire une faute de frappe. Certainement une majuscule first name avec un N majuscule. Non, c'est pas très grave. Voilà, c'est pas très grave. Pardon? Non, c'est juste, c'est juste qu'il y a eu une erreur de frappe. J'ai dû faire une erreur de frappe au moment de définir ma ressource first name, ici. Voilà, c'est ça, j'aurais dû écrire. Mais avec first name avec une majuscule, voilà, c'est rien du tout. Voilà, j'aurais dû écrire ici first name avec une majuscule. Donc on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas revenir en arrière. Mais voilà, si je ne m'étais pas trompé en copiant-collant, comme j'aurais dû le faire, eh bien, ça se serait bien passé. On va revenir sur les slides. Mais voilà comment à la main on crée un lien entre une API Gateway et votre lambda. C'est parti. Donc l'intégration elle est un peu compliquée. Là on l'a fait version console. Amazon ils ont aussi un truc qui s'appelle CloudFormation qui est un fichier descriptif de votre infrastructure qui est lui très verbeux et un peu laborieux à écrire. On doit manipuler beaucoup d'objets. On a 10 objets pour API Gateway, 5 pour Lambda, 5 pour les rôles et on se finit avec des fichiers très longs, des fois facilement 400-500 lignes et tout ça c'est un peu difficile à écrire et en plus il n'y a pas de ligne directrice pour mettre ça en œuvre. On a du code qui est versionné dans Git. On a aussi une gestion de version dans les lambda, qu'on n'a pas montré mais qui est là. On a les notions de stage dans les API. Tout ça, il faut l'articuler. Pareil, pas de guidelines, débrouillez-vous. Donc nous, on a cherché, on a regardé, il y a autant de méthodes que de posts sur Internet. Un peu plus même. Voire un peu plus, ouais. Les gens essayent plusieurs choses. Et donc, pour articuler tout ça, en fait, il y en a qui ont constaté qu'il y avait un problème. Ils ont décidé de faire Serverless Framework, qui est un bon outil permet de vous packager tout ça. J'ai mis un petit exemple de CloudFormation pour que vous puissiez voir un peu la taille du fichier. Et là, j'ai enlevé les rôles. Hein. Donc ça, c'est la version de la démo que Fred a fait. Voilà. Sans les rôles. Donc sans les rôles. Donc vous avez encore ça en dessous. Donc ça, c'est compliqué à écrire. Et à maintenir, etc. Donc quand on passe donc serverless à la rescousse, tout simplement, il est là pour faciliter tout ça, donc faciliter la description de l'association de vos fonctions à des events. Donc serverless, qu'est-ce que c'est? C'est un projet open source.
qui est écrit en Node et qui s'installe assez facilement avec NPM. Donc NPM installe -g serverless et voilà, vous pouvez l'utiliser. Ça va être aussi du YAML, donc un fichier YAML dans lequel vous allez décrire vos fonctions et vos events, mais de manière beaucoup plus concise. Il gère tout le boilerplate et il va aussi gérer une approche plus hiérarchique et plus descriptive de votre fonction. Il vient s'ajouter à ça un ensemble de commandes pour déployer votre API. Donc il va vous permettre de faire tout ce qui a été fait tout à l'heure, mais juste en ligne de commande très rapidement. Un point aussi qui nous a beaucoup séduit, c'est la notion de déploiement. Comme je l'ai dit, le code versionné, les versions, etc. Tout ça, c'est lissé. Il s'occupe de ça, juste avec une notion de stage. On va pouvoir dire dev, valide, prod, enfin assez commun, ou enfin en tout cas pour targeter les différents environnements. Et c'est extensible. Donc extensible premièrement avec une notion de plugin. Tout est plugin dans Serverless, c'est-à-dire que on va présenter nos plugins préférés à la fin. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui permettent d'ajouter encore du fonctionnement sur l'outil. C'est extensible aussi avec repartir sur du CloudFormation natif, parce qu'il y a certains Serverless, c'est là pour gérer l'architecture Serverless. Mais par exemple, si vous avez besoin d'objets spécifiques Amazon, genre une base de données Redshift ou quoi que ce soit, vous pouvez rollbacker sur du CloudFormation. Fallbacker sur du CloudFormation. Et enfin, ils viennent de faire le portage sur Azure et OpenWhisk, donc c'est un outil qui est là pour se démocratiser, c'est-à-dire c'est pas que pour Amazon, ça va être aussi pour supporter les Azure Functions, et OpenWhisk c'est IBM, pour ceux qui n'ont pas la référence. Alors voilà la comparaison. Ça, c'est le même fichier que le fichier CloudFormation de tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui est dans ce fichier? Donc, tout simplement, on appelle le service Hello World. On dit qu'on veut une ressource de type AWS, Java 8 et nécessitant 512 de RAM. On définit l'artefact. Alors, ce fichier, vous allez le placer à côté dans votre projet. Et quand vous allez déployer, le process de build, il est séparé. C'est vous qui buildez vos artefacts, vous faites tout ce que vous avez à faire dans votre artefact. Et Serverless, lui, il est là pour gérer le déploiement, l'instanciation de tous les objets sur Amazon. Et les autres clouds. Après, voilà, on va décrire la fonction. Donc, on met le handler. Exactement, le handler, c'était mal nommé gestionnaire dans l'interface Amazon. Donc, le package plus le nom de la classe. Et enfin, juste avec events HTTP, method get et pass first name, on lui dit, crée-moi une API qui a pour pass /first name et qui répond au get. Et donc, en déclenchant ce fichier, on va créer tout cet ensemble d'objets très facilement. Donc Fred va monter ça un peu plus en détail. Et cette fois-ci, je ne me tromperai pas de faute de frappe, c'est parti. Alors, l'objectif de cette seconde démo, c'est voilà, si vous avez un cas d'usage un peu plus complexe et que vous avez divisé par exemple vous vous apercevez que vous avez besoin de toujours lambda, voilà, comment ça se passerait? Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est une petite démo qui nécessite d'avoir, dans l'objectif est d'associer des images à des codes HTTP pour un petit peu expliquer aux gens comment les choses fonctionnent. On l'a découpé en 3 lambdas principales, une lambda qui écoute sur une route /config, une lambda qui écoute sur une route /code et une autre qui répond à du put pour avoir des données analytics, incrémenter un compteur. Ce qu'on va aussi vous montrer dans cette démo, c'est l'extensibilité de serverless pour des ressources CloudFormation complètement arbitraires. Donc là, en l'occurrence, on va décrire dans le serverless également une ressource de type DynamoDB qui est une base de données sur Amazon. Alors comment ça se présente côté code? On a un serverless.yaml qui contient les mêmes attributs que ce qu'on vient de vous montrer, le nom du service, les informations de provider, AWS, la région, la notion de timeout pour éviter qu'une lambda parte en boucle infinie et soit facturée de manière éternelle. Voilà, donc 10 secondes, c'est indicatif, mais vous pouvez dire que si votre lambda ne marche pas au bout d'une seconde, c'est également un problème. La taille mémoire, un lien vers l'artefact qui va contenir vos gestionnaires, enfin vos handlers, un champ custom qui va vous permettre de définir des variables diverses et variées selon vos usages. Ensuite, on rentre un petit peu plus dans le dur, la liste des fonctions qui composent votre API finale, un nom, un gestionnaire associé à un rôle IAM, et pareil, on associe également la source d'événement. En l'occurrence, ici, nous, c'est un événement API Gateway, HTTP. Le mot-clé private, qu'est-ce qui vous permet de faire? C'est que dans API Gateway, vous avez la notion de clé d'API qui est fournie dans l'API, qui est fournie d'Office. Nous, ce qu'on voulait, c'était que cette API soit tout de suite sécurisée par une clé d'API. La méthode utilisée, c'est get, comme je vous l'ai montré dans la slide d'avant. Et Corse, c'est que comme vous êtes en train de définir une API, souvent, il y a toujours un moment fastidieux, c'est quand vous devez implémenter, éventuellement à la main, je ne vous le souhaite pas, mais c'est la route options qui permet aux navigateurs de savoir s'ils ont le droit d'utiliser votre API. Voilà. Et donc en serverless, c'est simplement un mot-clé
Corse de Pointrou qui va générer toutes les routes en options de votre API. Donc ça, c'est voilà, les autres routes en get et put. Et ensuite, ici, les ressources, c'est le moment où vous pouvez étendre serverless avec des ressources de type CloudFormation. Et donc, on voit ici qu'on déclare une ressource de type DynamoDB avec des attributs classiques de CloudFormation DynamoDB, si vous en avez déjà fait, avec le même niveau de verbosité, mais en tout cas, vous n'avez pas besoin d'avoir un fichier serverless pour tout ce qui est lambda et un fichier CloudFormation à côté pour tout le reste. Vous pouvez tout mettre dans le même fichier. Et à la fin, voilà, les rôles IAM, on ne rentre pas dans les détails, mais voilà, c'est ni plus ni moins que ce que vos lambda peuvent faire. Alors, comment ça se présente après dans l'expérience de développement? Vous posez dans votre dépôt de code, vous faites un mvn clean package. Voilà. Donc, voilà, ça compile tout, ça crée un jar contenant tout et ses dépendances. Et maintenant, une fois que vous avez terminé, vous devez le déployer. Attendez, on y va, deploy. Voilà, juste cette commande-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir serverless deploy, -- stage dev. Donc, ça, c'est ce qui va packager votre code, l'envoyer chez Amazon et décrire voilà, la notion de stage. Ça peut être dev, valid, prod, tout ça c'est arbitraire, mais en tout cas, c'est ce qui va vous permettre de séparer vos différentes versions d'API dans le futur. Donc, comment ça se présente? Voilà. Donc pendant que ça upload, donc ça va uploader votre jar qui peut faire 10 mégas, souvent moins. Ce qui est important, c'est que ce jar-là, donc on le répète, mais c'est qu'il faut qu'il contienne toutes les dépendances de manière unique. Donc si vous voulez faire du Hibernate, du Jackson, de ce que vous voulez, vous devez le packager avec votre propre code de handler. Ce qui fait que ça peut parfois faire des jars un peu gros. 10 mégas, c'est pas mal, mais bon, voilà, il faut rajouter Jackson, il faut rajouter le SDK Amazon si vous voulez faire du Dynamo, donc ça peut faire des tailles autour de 10 mégas, mais vous pouvez toujours faire attention et essayer de la maigrir. Une fois que vous avez déployé votre code, Serverless vous donne un petit récap qui va vous dire l'endpoint qui a été donné par API Gateway pour que vous puissiez tout de suite tester votre API, et un récapitulatif des différentes fonctions qui étaient dans votre serverless. Et donc, si vous voulez prendre cette sortie de console et la mettre dans de l'intégration continue, c'est possible. Voilà. Et comme tout est déjà en prod, voilà, tout est déjà déployé, tout fonctionne déjà, ça nous permet d'avoir ici cette page-là qui associe des codes HTTP à des images. Là, je rafraîchis la page. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que on a une API, un endpoint d'API qui va être activé. En retour, les lambdas vont être déclenchés et répondre voilà, des statistiques sur l'usage des codes HTTP. Voilà. On met les slides. Donc, serverless, ce n'est pas simplement la commande deploy. Comme on disait, il y a pas mal de choses qui sont regroupées à l'intérieur. Deploy, c'est le truc que vous allez utiliser principalement, la commande que vous allez utiliser principalement. Après, il y en a plein d'autres. Il y a deploy fonction, c'est quand vous déployez qu'une seule fonction. Donc, vous en avez plusieurs dans votre liste. Vous avez envie de mettre à jour le code que d'une seule. Donc, il va déployer que celle-là. Vous avez invoke et invoke local. Ça, c'est assez pratique. Invoke, c'est pour pouvoir directement en ligne de commande invoquer une fonction que vous avez déployée. Et invoke local, c'est pour, il va créer un environnement d'exécution local. Il va pas la déployer. Vous n'allez pas invoquer votre fonction distante, mais une fonction qui est encore dans l'état courant. Ça marche que pour Node pour l'instant. Ça marche pas pour Java. Il y a deux autres qu'on utilise pas mal, c'est logs et metrics. C'est pareil, quand on a envie d'avoir des informations sur les nombres d'invocations, le nombre de temps d'invocation, etc. On peut facilement, dès la ligne de commande, à partir de ça, avoir les informations sur les fonctions qu'on a déployées. Pareil, récupérer les logs. Tout ça sans devoir aller dans les interfaces Amazon. Tout est dans un seul outil en fait. Comparé au SDK Amazon, qui lui va être plus éparpillé. On va avoir, le CLI Amazon qui est plus éparpillé. On va avoir des commandes dans l'API Lambda, dans l'API CloudFormation, etc. Là, c'est tout regroupé. Donc, c'est un outil qui unifie tout et qui fait une expérience de productivité plus intéressante. La dernière ligne, c'est la ligne plugins. On voit là qu'effectivement, toutes les fonctions toutes les commandes qui sont décrites sont des plugins en fait. Donc, ça, c'est les plugins natifs, serverless. Et là, ensuite, sur le slide suivant, j'ai des plugins que nous, on a utilisés à côté. Donc, les plugins, on rajoute juste dans cette ligne, dans le fichier serverless.yml, le plugins avec le nom du plugin.
Et donc, nous, il y avait le plugin Alerts qui nous a plu, qui permet donc de créer des alertes sur les lambdas qu'on a déployés. Donc, pareil, en dessous de fonction, on écrit alerte. On met tous les seuils de réaction de l'alarme. Disons, si le temps de réponse se met à répondre plus de 100 millisecondes, dans ce cas-là, plus d'une seconde, dans ce cas-là, tu me crées une alerte. Et les alertes, c'est géré dans Amazon. On a Warm-up, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les lambdas, en fait, la première lambda qui démarre, elle est un peu plus lente que les autres, parce qu'il démarre le conteneur, il démarre tout l'environnement d'exécution, et c'est ce qui s'appelle le call start. Donc on a un peu cette taxe qu'on a la première fois qu'on appelle le lambda. Donc en fait, il y en a qui ont été malins, qui ont dit, bah, c'est simple, il suffit juste de déclencher la lambda de manière régulière, pour tout le temps la garder chaude, et donc ils ont créé ce petit mot-clé qu'on rajoute Warm-up, true, ça va créer une petite tâche planifiée qui va réveiller votre lambda. Tout simple. On a la documentation, ça c'est pour mettre dans vos fichiers serverless la documentation Swagger, pour après pouvoir générer un Swagger facilement à partir de ça. On a le offline. Le offline, c'est du invoke local sous stéroïde. C'est encore plus, c'est plus Node, c'est que Node, mais c'est pour pouvoir avoir toute la chaîne, pas simplement votre lambda, mais aussi la chaîne API Gateway en local. Comme ça, vous pouvez vraiment tester votre environnement, voir ce qui répond, etc. Donc ça, c'est bien pour l'intégration continue. Pour l'instant, c'est que en Node. On espère que ça va venir en Java. Et enfin, le diff, là, c'est pour revenir à ce que serverless, tout ce qu'il fait, c'est de vous faire un fichier CloudFormation, en fait. Il va uploader votre jar sur S3, il va faire un fichier CloudFormation, il va déployer votre stack. Mais votre fichier CloudFormation, il est compliqué. Néanmoins, on a cette petite commande qui va permettre de regarder vraiment ce qui se passe derrière et la différence entre ce qui est déployé et ce que vous avez en local. Ça permet d'éviter, avant un déploiement, de vérifier si tout va bien. Donc le diff, il peut être intéressant. Je vais revenir vite fait sur la concurrence, ce qu'il y a dans l'écosystème pour gérer les serverless. Donc on l'a dit, il y a CloudFormation natif. Nous, on ne l'a pas utilisé effectivement parce que c'était trop verbeux, trop laborieux et on avait envie d'un outil plus fluide. Serverless, ça a été Amazon a réagi un petit peu à la création de Serverless Framework en créant CloudFormation Serverless Application Model. C'est venu après et ça reprend à peu près la même nomenclature. C'est-à-dire qu'on va avoir les fonctions, les événements qui sont associés aux fonctions, donc beaucoup plus lisible. Comment ? De manière hiérarchique, tout à fait. Et donc assez sympa. Néanmoins, ça manque encore de l'expérience intégrée. C'est-à-dire qu'on va avoir le CloudFormation à côté qui va bien fonctionner, qui va être plus clair. Mais si on veut invoquer sa lambda, on doit utiliser les commandes lambda, etc. On n'a pas tout dans un seul outil. Après, on a Claudia.js et Calis. Calis, pareil, c'est Amazon qui l'a fait. C'est une approche complètement différente. C'est plus, je veux déployer une application qui a plusieurs endpoints HTTP. Et je vais tout mettre dans mon application. Et lui-même va déduire les fonctions qu'il doit créer et l'API, etc., qu'il doit construire là-dessus. C'est une approche très framework, oui. Et il y a aussi l'outil de déploiement. C'est en Node et en Python. Voilà, nous, on avait besoin de fonctions assez unitaires. On n'avait pas besoin d'avoir un environnement entier d'exécution, donc on n'a pas utilisé ça. Et après, Gordon, c'est le concurrent qui se rapproche le plus, mais on l'a mis en dernier parce que depuis quelques temps, il n'y a plus de commit sur le repo, depuis 4 mois, d'ailleurs c'est depuis 5 mois, et maintenant. Et donc voilà, on ne peut pas trop dire s'il y a une activité ou pas sur ce projet-là, donc tout simplement. Donc voilà, si on avait quelque chose à vous dire, c'est Serverless Framework, donc framework comme cadre d'outils, on va dire plutôt, simplifie la configuration et le déploiement de votre architecture serverless. C'est vraiment ça qu'on voulait faire passer comme message et vous montrer les cas d'utilisation. Voilà. Et donc voilà, les références, on les a mis à la fin, donc ça vous les aurez aussi sur la rétro. Et puis le slide de merci, traditionnel. Cool. Merci. Voilà, merci. Donc on a un peu de temps pour les questions. Voilà, on a 1 minute pour les questions. Allez-y. J'ai vu qu'on pouvait déclarer dans Serverless les endpoints de l'API Gateway. Est-ce qu'on peut aussi créer des scheduled events ou autre chose ? Oui, alors sur la doc Serverless, on peut voir toutes les sources d'événements supportées. Donc il y a du S3, les événements S3, il y a des événements CloudWatch, si vous êtes programmé, etc., etc. Il y a peut-être une dizaine d'événements supportés au sein de Serverless qui vous permet de ne pas avoir à vraiment vous poser la question de quel est l'objet CloudFormation à utiliser. Tout est caché derrière cette interface et tout est bien propre dans cette hiérarchie de déclencheurs et de fonctions associées. Du coup, on peut déployer pas mal de lambda avec certaines sur un endpoint. Oui. Sur un schedule event, ça y est, une heure de jour. Oui, absolument. Autant que tu veux. Oui, absolument. Exactement. La notion d'environnement sur serverless, elle va dédoubler tout, c'est-à-dire à la fois les lambda, la base
Non, ça c'est à vous de... Voilà, ça c'est les variables d'environnement que tu vas passer qui vont permettre toi de targeter les différents... Alors, dans le fichier serverless, Voilà. moi, j'ai la façon dont j'ai nommé ma ressource Dynamo, j'ai mis un nom, ça s'appelait HTTP code base. Si je l'avais appelé HTTP code base-dev, j'aurais aussi bien... Voilà, en fait, j'aurais pu Non. passer une variable qui fait que j'altère le nom de ma ressource CloudFormation, et c'est comme ça que j'aurais pu... En fait, il y a la variable stage que tu passes en paramètre, elle est passée au fichier serverless. Donc tu peux la passer dans le nommage de tes ressources, tout simplement. Voilà, donc tu vas pouvoir incrémenter tes ressources. Donc justement, nous, on a implémenté tout par silo. Donc, voilà. Merci.